Dans le langage courant, on entend souvent cette phrase « t'es vraiment schizo ». C'est le moment de vous expliquer pourquoi cette phrase est totalement fausse et on va vous montrer ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui est atteinte de schizophrénie. Bonjour Jasmina, vous êtes médecin psychiatre. On va parler de la schizophrénie, cette maladie qui touche en France une personne sur 100. Et il faut tout de suite déconstruire une idée reçue. Sur un plan étymologique, schizophrénie, ça signifie esprit fractionné. Et d'ailleurs au cinéma, dans des films comme Fight Club ou Black Swan, ou encore sur cette image, eh bien, on représente la schizophrénie comme une pathologie où le patient a plusieurs personnalités. Et là, vous nous dites non. Non, en effet, Boris, ce n'est pas du tout une pathologie où le patient a plusieurs personnalités. Pas du tout, d'ailleurs, ça a mené à des fausses idées dans le cinéma et à la stigmatisation de ce trouble. Mais en fait, il y a effectivement une désorganisation entre la pensée, les émotions et le comportement de la personne qui souffre de schizophrénie, mais pas du tout des personnalités différentes qui évoluent chacune pour son compte. Alors la description des symptômes a beaucoup évolué ces dernières décennies. On va justement regarder comment on décrit ces symptômes en 3 catégories de symptômes. Alors oui, la schizophrénie a des présentations très différentes, ce qui rend son diagnostic difficile. Et donc il va y avoir le groupe des symptômes positifs. Donc positif, ça veut dire que c'est des symptômes qui vont s'ajouter à ce qu'on devrait observer dans un comportement normal, donc c'est en trop. Et donc ça va être les idées délirantes et les hallucinations, par exemple les hallucinations auditives, on entend des choses, ou visuelles. Et puis il y a les symptômes négatifs, donc là à l'inverse, ça va être des choses qui vont manquer à la personne, que ce soit sur le plan de la motivation, de l'énergie ou des émotions. Donc ça peut donner une sorte de froideur affective, cette difficulté à ressentir et exprimer les émotions. Et enfin, il y a les symptômes de désorganisation dont on parlait tout à l'heure, donc entre les émotions, le comportement et les pensées en fait. Donc ça va finalement se traduire par des rires bizarres, un peu émotivés, des bizarreries du comportement, un maniérisme et globalement parfois une pensée et un discours qui sont un peu désorganisés. Et il y a aussi des troubles cognitifs. Tout à fait. 75% des patients en fait, se plaignent de troubles cognitifs, dont des troubles de l'attention et de la mémoire. Une concentration plus difficile par exemple. Exactement. Alors la schizophrénie, faut le dire, c'est une maladie qui fait peur et quand on a quelqu'un qui est touché dans son entourage, dans sa famille, on se demande si on ne va pas développer cette maladie. Quels sont les premiers signes qui doivent alerter chez soi ou quand on observe un proche ? Il y a 2 façons de débuter la maladie. Classiquement, c'est entre 15 et 25 ans. Et donc, dans 50% des cas, ça va être un début aigu, brutal. Ça va être une personne qui commence à avoir des idées délirantes, des problèmes pour dormir, des hallucinations. Et globalement, ça va être remarqué par tout le monde parce que c'est assez bruyant. Et dans 50% des cas, pour les autres patients ou pour les autres personnes, ça va être un début beaucoup plus progressif, beaucoup plus insidieux. Classiquement, chez l'adolescent, ça va être une diminution des résultats scolaires, un repli sur soi, l'arrêt des activités sportives. Par exemple, ça va être des idées un petit peu bizarres, des obsessions, des idées noires. L'adolescent peut parfois commencer à parler seul. Mais est-ce qu'on ne peut pas confondre ces signes avec une crise d'adolescence ? Qu'est-ce qui permet de faire la différence ? Alors, il y a quand même un critère de durée qui est important. Si un des troubles que j'ai mentionnés dure plus de 6 mois, il faut consulter. Et de même, si une personne a les 2 signes parmi ceux que j'ai cités, il faut également consulter, ou des idées suicidaires, évidemment, on consulte tout de suite un psychiatre ou un spécialiste. On ne laisse pas des idées suicidaires sur le compte de la crise d'adolescence. Alors ça fait, je disais, peur quand quelqu'un de la famille est atteint. Est-ce qu'il y a une part génétique ? Est-ce que si un parent est atteint de schizophrénie, on peut craindre pour soi ? Est-ce qu'il y a une susceptibilité génétique ? Alors oui, Boris, il y a une vulnérabilité génétique. Quand on a des antécédents familiaux, donc des gens dans la famille qui sont atteints, il y a une augmentation du risque de l'ordre de 15% par exemple pour un enfant qui a un parent atteint de troubles schizophréniques. Mais il y a aussi des personnes qui développent ce trouble sans antécédents familiaux. Donc on va voir qu'il y a quand même des choses dans l'environnement qui vont favoriser la survenue d'une schizophrénie. Et ce n'est pas parce qu'on a un parent qui est atteint de cette maladie qu'on va la développer. Et ça sera d'autant plus important de faire attention aux facteurs environnementaux. On y revient dans un instant. On a fait beaucoup de progrès ces dernières décennies pour comprendre ce qui se passe justement dans le cerveau, parce qu'on l'a dit, c'est une maladie mentale. Et on sait maintenant un certain nombre de choses, notamment au niveau des neuromédiateurs, ces substances chimiques fabriquées dans le cerveau. Montrez-nous ça ici. Alors oui, effectivement, donc il y a un neuromédiateur qui est vraiment très important dans la schizophrénie. Donc ça va être un dysfonctionnement de ce neuromédiateur qui s'appelle donc la dopamine.
Et donc, dans une zone du cerveau qui est assez centrale, qui est donc la zone qui contrôle les émotions, on va avoir trop de dopamine en fait. Et cet excès de dopamine en fait est reconnu comme étant à l'origine des symptômes positifs que j'ai décrits, donc les idées délirantes et les hallucinations. Donc trop de dopamine, hein, ce sont ces petits Exactement. flashs verts qui circulent trop entre les neurones. Ça, c'est ce qui se passe au niveau du système des émotions, hein. Ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ce que les médicaments vont aller cibler, ce trop-plein de dopamine. Et à l'inverse, il va y avoir pas assez de dopamine dans une autre zone cérébrale qui est très importante, qui est ici, qui est le cortex préfrontal en fait. Et donc à ce niveau-là, pas assez de dopamine, ça va être responsable des troubles cognitifs dont on parlait, concentration, mémoire, et également des symptômes négatifs. Comme par exemple la froideur affective que vous nous mentionniez tout à l'heure. Bon, ça c'est en image pour ceux qui préfèrent la 3D. Voici le cerveau, hein, donc la zone frontale. C'est devant, là il n'y a pas assez de dopamine et je ne sais pas si je vais réussir à ouvrir ce cerveau qui est solide. Ici, voilà, le système des émotions, il est ici, voilà. Alors il y a aussi des facteurs de risque, hein, on parlait de la génétique, mais il y a des facteurs de risque qui accélèrent la maladie, ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, hein. Dans notre mode de vie, on va les décrire parce que la prévention peut passer aussi, hein, par certains évitements. Oui, alors tout à fait, Boris, il y a effectivement des facteurs de risque environnementaux. Consommer du cannabis, particulièrement à l'adolescence, consommer du tabac, être exposé au stress, grandir en milieu urbain ou encore être victime de traumatisme pendant l'enfance, ça va être des facteurs aggravants quand on a déjà une vulnérabilité génétique. Il y a des choses qu'on peut donc facilement éviter, hein. Je pense au tabagisme, au cannabis. Le cannabis, on en parle dans d'autres émissions avec le professeur Laurent Carilla, qui fait partie du collège de Pums et qui est addictologue. Je vais vous poser une question. On dit que consommer une fois du cannabis pourrait déclencher la schizophrénie. Qu'en pensez-vous ? Alors, ça serait vraiment pas de chance, entre guillemets, parce que c'est quand même, les études sont plutôt en faveur d'une consommation qui est au moment de l'adolescence et qui est quand même plutôt répétée et avec des quantités assez fortes. Cependant, moi, j'ai déjà vu en pratique clinique des personnes qui ont déclenché une bouffée délirante avec une schizophrénie par la suite, après avoir consommé en soirée une fois. Tout le monde ne va pas déclencher cette maladie, mais si on a une susceptibilité génétique, hein, c'est ça qu'on vous dit, sur un terrain génétique qui prédispose, ces facteurs peuvent révéler la maladie. Exactement. Alors c'est une maladie qu'on arrive à traiter maintenant, pas encore totalement. Quelles sont les perspectives d'avenir ? Alors aujourd'hui, on peut avoir une schizophrénie et vivre normalement, avoir une vie de famille, être stable. Alors ceci a été rendu possible par l'avancée dans les traitements. Donc il y a les traitements qui sont médicamenteux, qui vont cibler justement la dopamine. Et puis il y a les traitements non médicamenteux comme la remédiation cognitive, on travaille sur les difficultés cognitives, la remédiation sociale. Et puis il y a des techniques de stimulation cérébrale qui peuvent être utiles également dans certains cas. Dans tous les cas, il faut quand même essayer de faire le diagnostic et la prise en charge le plus tôt possible pour obtenir une meilleure rémission et des chances de rémission en fait. Et donc c'est vrai que la détection précoce reste finalement l'enjeu dans la schizophrénie. Merci beaucoup. Je pense qu'on a cassé pas mal d'idées reçues, hein, sur cette maladie qui est bien réelle, mais qui ne correspond pas à ce dont on parle au quotidien. Et d'ailleurs, vous avez une révélation à nous faire, c'est que le nom va peut-être changer. Exactement, c'est des discussions qu'on a entre psychiatres. Ça a déjà bien avancé, par exemple, au Japon. Et en Europe et aux États-Unis, on évoque effectivement des changements de nom pour cette maladie qui souffre malheureusement d'une stigmatisation très forte dans les médias et dans les films, souvent avec une mauvaise connaissance des troubles. Et on le redit encore, la schizophrénie, ce n'est pas une double personnalité. Merci beaucoup, Jasmina. Merci à vous. Bien évidemment, on vous donnera toutes les nouveautés sur ce sujet, comme sur la santé en général. On vous le rappelle, vous le savez, Pums, c'est le pari de vous faire vivre mieux et en très bonne santé le plus longtemps possible.